3 mois de recherche, accompagnés seulement par le silence, jusqu'à voir une femme pauvre berçant 3 bébés identiques. Le choc l'a saisi lorsqu'il a reconnu leur visage. Mais la vérité derrière ces retrouvailles était impensable. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La ville de Paris dormait encore sous la brume matinale lorsque Rose marchait sur les trottoirs mouillés, les pieds nus et le cœur débordant d'un amour qu'elle ne savait expliquer. À 42 ans, son visage marqué par le temps racontait une histoire de survie. Ses cheveux noirs, désormais parsemés de fils d'argent, tombaient en désordre sur ses épaules couvertes d'un manteau élimé qu'elle avait trouvé dans une poubelle 3 hivers plus tôt. Ses mains calleuses, aux ongles rongés par une nervosité constante, serraient fermement un panier en osier usé par le temps. En ce début de matinée, alors que la plupart des gens se retournaient encore sous des couvertures chaudes, Rose parcourait déjà les rues du centre, évitant les flaques d'eau formées par la pluie de la nuit précédente. L'horloge de la place centrale marquait 5h15 lorsqu'elle s'abrita sous l'auvent d'une boutique fermée pour vérifier son trésor. À l'intérieur du panier, protégé par des couvertures fines et propres, se trouvaient 3 bébés identiques, aux yeux aussi bleus que le ciel avant l'orage. « Mes petits anges », murmura-t-elle, en ajustant les couvertures pour qu'aucun d'eux n'ait froid. « Aujourd'hui, on va vous trouver un bon petit déjeuner. » Les bébés, qui ne devaient pas avoir plus de 6 mois, répondirent par des sourires édentés. Rose leur avait donné des noms simples, ciel, mer et lumière. Impossible de savoir qui était qui, tant ils étaient identiques dans les moindres détails. Mais elle, avec son instinct maternel aiguisé par la nécessité, parvenait à les distinguer par de petites différences de comportement. Ciel était le plus calme, mer le plus agité, et lumière souriait toujours plus que les autres. Pendant 3 mois, depuis qu'elle les avait trouvés abandonnés sur cette même place, Rose les avait protégés avec la force de celle qui n'a rien, mais offre tout. Elle les avait cachés des regards cruels, fui les menaces, affronté la faim et la maladie, guidée uniquement par l'instinct de protéger ce dont elle ignorait même l'origine. Le mot mouillé qu'elle avait trouvé près des bébés ne contenait que quelques mots lisibles, parmi lesquels « amour » et « jamais ». Rose ne savait pas lire, mais ces mots-là, elle les avait reconnus sur des affiches disséminées dans la ville. « Allons, mes petits, allons chercher notre petit déjeuner. » Rose connaissait bien la routine de la ville. À 5h30, la boulangerie du coin commençait à ouvrir, et M. Antoine, le boulanger au cœur tendre, lui mettait toujours de côté un sac de pain de la veille et une bouteille de lait. C'était suffisant pour le petit déjeuner des bébés. Tout en marchant vers la boulangerie, Rose restait sur ses gardes. Ces derniers jours, elle avait remarqué une voiture sombre garée près de l'entrepôt abandonné où il dormait. Des hommes en costume observaient les environs, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Son cœur de mère improvisé sonnait l'alarme du danger. De l'autre côté de la ville, dans le luxueux appartement en attique, avec vue sur le parc Monceau, Édouard Mercier observait le lever du soleil à travers les immenses baies vitrées. À 45 ans, il était l'incarnation de la réussite pour le monde extérieur. PDG de Mercier Immobilier, l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière du pays, il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Son visage anguleux, toujours impeccablement rasé, apparaissait constamment en couverture des magazines d'affaires, et son nom était synonyme de pouvoir et d'influence. Mais ce matin-là, comme tous les autres matins depuis 3 mois, Édouard se moquait de tout cela. Ses yeux bleus, identiques à ceux de ses fils disparus, étaient marqués par des cernes profonds. Le verre de whisky dans sa main tremblait légèrement, tandis qu'il observait pour la 1000e fois les photos des triplés prises le jour de leur baptême. « Où êtes-vous » murmura-t-il dans le silence de l'appartement vide. 3 mois plus tôt, la vie d'Édouard s'était effondrée. La voiture où se trouvait sa femme Hélène et les triplés nouveau-nés avaient plongé d'un pont sur le chemin de leur maison de campagne. Hélène avait survécu, mais restait dans un coma profond dans le meilleur hôpital privé de la ville. Les corps des bébés n'avaient jamais été retrouvés, emportés par les eaux de la Seine selon les autorités. Mais Édouard refusait d'y croire. Sans corps, il n'y avait pas de preuves. Et depuis, il avait mobilisé une équipe d'enquêteurs privés, offert des récompenses millionnaires et fouillé personnellement chaque centimètre des berges du fleuve. En vain. Le téléphone sonna, le tirant de ses sombres pensées. « Monsieur Mercier, c'est Roger, nous avons une piste. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. Roger était son meilleur enquêteur,
un ancien policier avec des contacts à tous les niveaux. Où? Dans le centre de Paris. Une femme sans abri avec 3 bébés qui correspondent à la description. Yeux bleus, même âge approximatif. Nous la surveillons. Dynasty, mon main. Weka, c'est tôt que ne la perdez pas de vue. J'arrive. Édouard raccrocha et se dirigea rapidement vers son dressing. Il troqua son peignoir en soie pour un costume simple, le plus discret qu'il possédait. Il ne voulait pas attirer l'attention. Pas cette fois. Si c'était bien ses fils, il ne pouvait pas risquer de les effrayer, ni la femme qui était avec eux. Pendant ce temps, à la boulangerie, Rose recevait le paquet de pain des mains calleuses de Monsieur Antoine. « Comment vont les petits aujourd'hui, Rose ?»« Ils grandissent et sont forts, grâce à Dieu et à votre aide, Monsieur Antoine. » Le boulanger se pencha sur le comptoir pour regarder les bébés dans le panier. Ses yeux bienveillants s'illuminèrent en voyant les triplés. « Ce sont des anges, Rose, des anges que Dieu a mis sur votre chemin. »« Ou moi sur le leur ?» répondit-elle avec un sourire fatigué. « Avez-vous revu ces hommes en costume ?» Antoine fronça les sourcils, soudainement sérieux. « Oui, ils posèrent des questions à l'épicerie de Madame Clotilde hier après-midi. Des questions sur une femme avec des bébés. Faites attention, Rose. » Un frisson parcourut l'échine de Rose. Son instinct lui disait que ces hommes cherchaient ses petits trésors. Depuis qu'elle avait trouvé les bébés, elle avait le pressentiment que quelque chose de plus grand se cachait derrière leur abandon. Les vêtements fins qu'ils portaient, les couvertures de qualité. Ce n'étaient pas des enfants simplement abandonnés par manque de moyens. « Je ferai attention, Monsieur Antoine. Merci. » Rose quitta la boulangerie et, au lieu de suivre son chemin habituel, opta pour des ruelles moins fréquentées. La pluie reprit d'abord une légère bruine, puis s'intensifiant. Elle protégea le panier de son propre corps, ignorant l'eau qui trempait ses vêtements. Elle arriva sur une petite place et s'abrita sous l'auvent d'un café qui commençait à ouvrir. Les employés, habitués à sa présence, firent semblant de ne pas la voir. C'était l'invisibilité que la société réservait à ceux qui vivaient dans la rue. Rose en profita pour nourrir les bébés avec le lait que Monsieur Antoine lui avait donné. Utilisant des biberons improvisés qu'elle gardait toujours propres, les faisant bouillir quotidiennement sur un feu de fortune dans l'entrepôt. C'est alors que la voiture noire s'arrêta de l'autre côté de la rue. Rose sentit son cœur s'emballer. Un homme en costume descendit et resta à observer la place, cherchant apparemment quelque chose. Elle se recroquevilla encore plus sous l'auvent, priant pour que les bébés ne pleurent pas. Édouard sortit du taxi devant le café indiqué par Roger. La pluie tombait à verse maintenant, et il sentit les gouttes froides pénétrer le tissu de son costume cher. Il s'en moqua. Ses yeux balayèrent la place, cherchant le moindre signe de la femme avec les bébés. C'est alors qu'il la vit. Recroquevillée sous l'auvent d'un café, une femme à l'allure usée tenait un panier en osier. Édouard sentit son cœur manquer un battement. Même à cette distance, quelque chose dans cette scène l'attirait comme un aimant. Il traversa la rue sous la pluie, ignorant les voitures qui klaxonnaient. En s'approchant, il pouvait mieux voir le panier. Et puis, comme dans un rêve fiévreux, il vit un petit bras se lever du panier. Un bras potelé de bébé. Rose remarqua l'homme qui s'approchait et serra instinctivement le panier contre sa poitrine. Il y avait quelque chose de familier chez cet étranger. Quelque chose qui la fit hésiter à fuir. Peut-être les yeux. Des yeux bleus intenses, pareils à ceux de ses petits. Édouard s'arrêta à quelques mètres d'elle, paralysé par la vision. Du panier provenaient des bruits de bébés. Et puis, comme si le destin voulait confirmer ses soupçons, l'un des bébés bougea suffisamment pour qu'il puisse voir son visage. Le même visage qu'il voyait sur ses photos, dans ses rêves, dans son désespoir quotidien. « Ce sont eux », murmura-t-il, sentant ses jambes flageoler. Rose perçut le changement dans l'expression de l'homme. La reconnaissance, le choc. Et alors elle sut, c'était le père des bébés qu'elle avait trouvé. « Restez loin de moi », dit-elle en se levant rapidement, prête à fuir. « Attendez, s'il vous plaît », demanda Édouard, la voix brisée. « Je ne vous veux aucun mal. Ce sont mes fils que je croyais avoir perdus. » Rose hésita. Pendant les 3 mois où elle s'était occupée des bébés, elle avait toujours imaginé qu'un jour, elle pourrait retrouver les vrais parents. Mais elle n'avait jamais pensé que ce serait ainsi, si soudain, si intense. Comment savoir que vous dites la vérité? « Ils s'appellent Michel, Gabriel et Raphaël, » dit Édouard en s'approchant lentement. « Ils sont nés à l'hôpital privé de la Seine, il y a 6 mois et 2 semaines. Ils ont une tache de naissance identique sur l'épaule droite, un petit signe en forme de demi-lune. » Rose sentit un frisson. Elle ne l'avait jamais dit à personne.
Mais les 3 bébés avaient bien cette marque, exactement comme il l'avait décrite. Son cœur battait la chamade, partagé entre la peur de perdre ses petits trésors et le soulagement de savoir qu'ils avaient un père qui les cherchait. « Que leur est-il arrivé ?» demanda-t-elle toujours méfiante. L'expression d'Édouard s'assombrit. La voiture où il se trouvait avec ma femme a plongé d'un pont. Elle a survécu, mais elle est dans le coma. Les bébés? On a dit qu'ils avaient été emportés par le courant, mais je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cessé de chercher. La pluie continuait de tomber, plus fort maintenant, créant un rideau d'eau autour d'eux, comme si le monde extérieur avait disparu, ne laissant que ce moment suspendu dans le temps. L'un des bébés se mit à pleurer et Rose le berça instinctivement. Édouard observait, émerveillé par le naturel avec lequel elle s'occupait de son fils. « Vous vous êtes occupé d'eux tout ce temps ?» Rose hocha la tête, sentant des larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Je les ai trouvés sur la place un matin comme celui-ci. Il y avait un mot, mais il était mouillé. Je n'ai réussi à lire que quelques mots. Amour et jamais. » Édouard fronça les sourcils, confus. « Je ne comprends pas. Il n'y avait pas de mots dans la voiture. Quelqu'un a dû sortir les bébés avant que la voiture ne tombe dans la Seine. Quelqu'un les a sauvés et ensuite les a abandonnés. » À ce moment, le portable d'Édouard sonna. C'était de nouveau Roger. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. Une infirmière de l'hôpital où se trouve votre femme. Elle a disparu le jour de l'accident et est réapparue une semaine plus tard. Nous la surveillons. » Édouard raccrocha, son esprit travaillant rapidement. « Il faut que vous veniez avec moi, » dit-il à Rose. « Vous et les bébés. Il se passe quelque chose de plus grave ici, et je pense que vous pourriez être en danger. » Rose hésita. Des années dans la rue lui avaient appris à se méfier des étrangers, surtout des hommes riches en voitures chères. Mais quelque chose dans les yeux de cet homme, des yeux si semblables à ceux de ses petits, lui disait qu'il disait la vérité. « Où irions-nous ? » ?»« Dans un endroit sûr, chez moi. Là, nous pourrons mieux parler et les bébés seront protégés. » À ce moment, Rose remarqua 2 hommes s'approchant par le côté de la place. Ce n'étaient pas les mêmes qu'elle avait vus surveiller l'entrepôt, mais ils avaient la même posture, le même regard prédateur. « Il y a d'autres gens qui cherchent les bébés, » murmura-t-elle. Édouard suivit son regard et reconnut les hommes. Ce n'étaient pas ces enquêteurs. « Venez, vite !» dit-il, prenant le panier d'une main et le bras de Rose de l'autre. Un taxi passa à ce moment-là et Édouard lui fit signe. Ils montèrent rapidement, et avant que les hommes ne puissent les atteindre, ils étaient déjà en route. Dans le taxi, Rose gardait les yeux fixés sur les bébés, sentant qu'elle était au seuil d'un grand changement. Édouard regardait par la fenêtre, l'esprit rempli de questions. Qui avait sauvé ses fils? Pourquoi les avoir abandonnés ensuite? Et plus important encore, qui d'autre les cherchait? Le portable d'Édouard sonna de nouveau. C'était son père, Armand Mercier, le fondateur de Mercier Immobilier, un homme puissant et redouté dans les cercles d'affaires de Paris. « Édouard, où es-tu? Nous avons une réunion avec les investisseurs chinois dans 1 heure. »« Je ne pourrai pas venir, père. » Quelque chose d'important est survenu. Nasi Nali. C'est ça, plus important que l'avenir de l'entreprise, que l'héritage de notre famille. Édouard regarda le panier où ses 3 fils dormaient paisiblement, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. « Oui, père. Bien plus important. » Il raccrocha, ignorant les appels successifs qui suivirent. Son père n'avait jamais approuvé son mariage avec Hélène, une simple professeure d'université sans relation ni fortune, et depuis la naissance des triplés, leur relation s'était encore détériorée. « Votre père ?» demanda Rose, remarquant la tension sur son visage. Édouard hocha la tête, surpris par la perspicacité de cette femme que la société traitait comme invisible. Il n'approuvait pas mon mariage, ni la naissance des enfants. Rose garda cette information, son instinct de survie aux aguets pour tout détail qui pourrait expliquer l'abandon des bébés. Le taxi arriva enfin au luxueux immeuble où vivait Édouard. Rose se sentit déplacée en traversant le hall élégant, consciente des regards des employés sur ses vêtements déchirés et ses pieds nus, mais elle garda la tête haute. Pour ses petits, elle affronterait n'importe quelle gêne. Dans l'ascenseur privé qui menait directement à l'appartement du dernier étage, Édouard demanda enfin « Comment vous appelez-vous » ? Rose Dubois. « Merci, Rose, d'avoir pris soin de mes enfants quand je ne le pouvais pas. » Elle se contenta d'hocher la tête, ne sachant que dire. Comment expliquer à un homme comme lui
ce qu'elle avait ressenti en trouvant 3 vies sans défense abandonnées. Comment décrire les nuits blanches, la peur constante, l'amour qui avait grandi dans sa poitrine pour ces petits êtres. L'appartement était aussi grandiose que Rose l'avait imaginé. De vastes espaces, des œuvres d'art au mur, des meubles qui coûtaient probablement plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé dans sa vie. « Vous pouvez poser le panier ici », dit Édouard, indiquant un large canapé dans le salon. Rose obéit mais resta près des bébés. Elle ne faisait pas encore entièrement confiance à la situation. « Voulez-vous prendre un bain chaud ? Changez de vêtements. Il doit y avoir quelque chose de ma femme qui vous ira. » La mention d'un bain chaud fit réaliser à Rose à quel point elle était trempée et avait froid. Mais elle secoua la tête. « Je ne peux pas les laisser. » Édouard comprit. Cette femme avait été la seule protection des bébés pendant 3 mois. Elle ne baisserait pas la garde si facilement. « Je vous apporte des vêtements secs alors, et je vais commander quelque chose à manger. » Pendant qu'Édouard sortait du salon, Rose observait l'environnement, essayant d'absorber le changement brutal de sa réalité. Quelques heures plus tôt, elle était dans la rue, luttant pour nourrir 3 bouches affamées. Maintenant, elle était dans l'appartement d'un millionnaire, découvrant que ses petits anges étaient en fait les héritiers d'une fortune. L'un des bébés, Ciel, ou plutôt Michel comme son vrai père l'avait appelé, se mit à gémir. Rose le prit dans ses bras, le berçant doucement. « Tout va bien, mon petit. Tout va bien. Rose est là. » Édouard revint avec des vêtements secs et trouva la scène. Rose, trempée et épuisée, berçant son fils avec un soin qu'il n'avait jamais vu. Il ressentit une vague de gratitude pour cette étrangère que le destin avait placée sur le chemin de ses enfants. « Voici les vêtements. La salle de bain n'est par là. Vous pouvez y aller, je m'occupe d'eux un moment. » Rose hésita, mais le besoin de se débarrasser de ses vêtements mouillés l'emporta. Avec un dernier regard vers le panier, elle se dirigea vers la salle de bain. Pendant qu'elle se changeait, Édouard prit Michel dans ses bras, sentant le petit corps chaud de son fils contre sa poitrine. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses. « Je pensais vous avoir perdu pour toujours », murmura-t-il en touchant le petit visage du bébé. Ensuite, il examina les 2 autres. Gabriel et Raphaël, ses autres fils, dormaient paisiblement. Ils étaient en bonne santé, bien soignés, malgré les circonstances précaires. Cette femme, Rose, avait fait l'impossible pour les maintenir ainsi. Dans la luxueuse salle de bain, Rose reconnaissait à peine la femme dans le miroir. Vêtue d'un ensemble de survêtements doux qui avait appartenu à la femme d'Édouard, les cheveux humides tombant sur ses épaules, elle semblait être une autre personne. Mais les yeux étaient les mêmes, des yeux qui avaient vu trop de souffrance, trop de lutte. Quand elle retourna au salon, elle trouva Édouard assis sur le canapé, tenant Michel, les yeux embués de larmes. « Ils sont identiques », y commenta-t-il, regardant du bébé dans ses bras aux 2 autres dans le panier. « Comment les différenciez-vous » Rose sourit pour la première fois depuis leur rencontre, par leur caractère. « Celui que vous tenez est le plus calme. Je l'appelais Ciel. Celui du milieu avec sa petite main dans la bouche est le plus agité. Je l'appelais Mère. Et le 3e qui sourit tout le temps, c'est Lumière. Très au ciel, Mère et Lumière, répéta Édouard, sentant la beauté simple de ces noms. Vous leur avez donné de beaux noms. Ce sont juste les noms que mon cœur a choisis. Ils restèrent en silence un moment, unis par un lien invisible, l'amour pour ces 3 petites vies. Rose, commença Édouard, brisant enfin le silence. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Comment les avez-vous trouvés? Rose s'assit, gardant une distance respectueuse. C'était il y a 3 mois. J'étais sur la place centrale, comme tous les matins. Il faisait encore nuit. J'ai trouvé le panier sous un banc. D'abord j'ai cru que c'était des vêtements abandonnés, mais j'ai entendu un pleur, faible, presque un gémissement. Quand j'ai regardé à l'intérieur du panier. Sa voix se brisa au souvenir. 3 petits anges, si petits, si fragiles. Ils avaient froid, faim. Il y avait un mot, mais comme je l'ai dit, il était mouillé. Je n'ai réussi à lire que quelques mots. Et encore, parce que j'ai reconnu les lettres sur des affiches. Vous ne savez pas lire? Demanda Édouard sans jugement. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai grandi dans des orphelinats. Je me suis enfui à 12 ans. La rue a été mon école. Édouard absorba l'information, ressentant une nouvelle couche de respect pour cette femme. Et qu'avez-vous fait après les avoir trouvés? Ce que n'importe qui aurait fait. J'ai cherché de l'aide. Je les ai emmenés à un dispensaire. L'infirmière a dit qu'ils étaient déshydratés, mais globalement en bonne santé. Elle m'a demandé si j'étais la mère. J'ai dit oui.
de peur qu'on me les enlève. Elle m'a donné du lait maternisé, m'a montré comment les nourrir. Après ça, je suis retourné à mon abri, un entrepôt abandonné. J'ai tapissé un coin de carton propre, je leur ai fait un lit, et depuis, je m'occupe d'eux comme je peux. Édouard la regardait avec une admiration croissante. Comment avez-vous réussi à les nourrir tous ces mois? Rose sourit tristement. Les gens sont bons au fond. Monsieur Antoine, le boulanger, me donne du pain et du lait tous les matins. La dame du kiosque à fleurs me laisse vendre quelques fleurs pour elle, en échange d'un peu d'argent. Et les sœurs du couvent Sainte-Claire me donnent de temps en temps des vêtements propres pour les bébés. L'interphone sonna, interrompant la conversation. C'était le gardien de l'immeuble. « Monsieur Mercier, il y a une journaliste en bas. Louise Cartier, du journal de la capitale. Elle dit que c'est urgent. » Édouard fronça les sourcils. Il ne connaissait aucune journaliste de ce nom. « Je ne reçois personne aujourd'hui, Charles. » Elle insiste, monsieur. Elle dit que c'est à propos de l'accident de votre famille. Et des bébés. Édouard et Rose échangèrent un regard alarmé. « Comment pourrait-elle savoir ?» murmura Édouard. « Les hommes sur la place, » chuchota Rose. « Ils ont dû nous suivre. » Édouard réfléchit rapidement. S'il refusait de recevoir la journaliste, elle pourrait publier une histoire spéculative qui attirerait encore plus l'attention. S'il la recevait, il pourrait au moins comprendre ce qu'elle savait. « Faites-la monter, Charles. Mais soyez attentifs à tout mouvement suspect dans l'immeuble. » En attendant la journaliste, Édouard passa un rapide appel à son avocat de confiance, le seul qui n'avait pas été recommandé par son père. « Luc, j'ai besoin de toi ici, maintenant. C'est à propos des bébés. Je crois que je les ai retrouvés. » Il raccrocha et se tourna vers Rose, qui avait de nouveau rassemblé les 3 bébés dans le panier protectrice. « Je ne fais pas confiance à cette journaliste, » dit-elle à voix basse. « Tuesmoine, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. » Édouard acquiesça d'un signe de tête. « Restez avec les bébés dans la chambre d'amis. Je vais la recevoir ici et découvrir ce qu'elle sait. » Rose hocha la tête et, prenant le panier, se dirigea vers la chambre indiquée par Édouard. Avant de fermer la porte, elle lui lança un regard intense. « Soyez prudent. Il y a plus dans cette histoire que ce que nous pouvons voir. » L'ascenseur atteignit le dernier étage avec un doux tintement. Les portes s'ouvrirent, révélant une femme d'environ 35 ans, les cheveux noirs attachés en un chignon sévère et des yeux vifs derrière des lunettes à monture rouge. Elle portait un tailleur bien coupé et tenait une mallette en cuir sous le bras. Rien en elle ne rappelait l'apparence stéréotypée d'une journaliste en quête d'un scoop. « Monsieur Mercier », salua-t-elle d'un léger signe de tête. « Louise Cartier. Je vous remercie de me recevoir avec si peu de préavis. » Édouard la dévisagea avec une méfiance à peine dissimulée. En 15 ans, en tant que PDG de Mercier Immobilier, il avait appris à reconnaître quand quelqu'un n'était pas tout à fait honnête. Et quelque chose chez cette femme déclenchait toutes ces alarmes internes. « Mademoiselle Cartier », répondit-il en indiquant le canapé du salon. « Qu'est-ce qui amène une journaliste chez moi un dimanche matin ?» Louise sourit légèrement en s'installant, posant sa mallette sur la table basse. « Je crois que nous avons un intérêt commun, monsieur Mercier. Vos enfants. » Édouard garda un visage impassible, bien que son cœur s'emballât. Comment pouvait-elle être au courant de ces retrouvailles avec les bébés? Était-il suivi? « Mes enfants sont morts dans l'accident, mademoiselle Cartier. Un sujet que je préfère ne pas aborder avec la presse. » Louise se pencha en avant, baissant la voix. « Nous savons que non, monsieur Mercier. Nous savons que les corps n'ont jamais été retrouvés. Et nous savons que vous venez de retrouver vos fils avec une femme sans abri. » Le silence qui suivit fut aussi lourd que du plomb. Édouard étudia le visage de la femme, essayant de déchiffrer ses intentions. « Que voulez-vous exactement ?»« Je ne suis pas ici pour faire un reportage à sensation, si c'est ce que vous pensez. » Louise ouvrit sa mallette et en sortit quelques photographies. « Je suis ici pour vous avertir. Et pour vous aider. » Les photos montrèrent le moment exact où Édouard avait trouvé Rose sur la place, l'instant où il avait vu les bébés et le taxi partant avec eux. Des photos professionnelles, prises à distance, avec des téléobjectifs de haute précision. Qui a pris ces photos? Qui me surveille? La bonne question serait, qui surveille vos enfants depuis 3 mois? Et pourquoi? De la chambre d'amis, Rose entendait des bribes de la conversation. Elle gardait les bébés silencieux, les berçant doucement tout en essayant de capter ce qui se disait dans le salon. Son instinct de survie, aiguisé par des années dans la rue, était en alerte maximale. L'un des bébés,
Raphaël, ou Lumière, comme elle l'avait connu, se mit à grogner. Rose le prit dans ses bras, le berçant avec l'expérience acquise au cours des derniers mois. « Chut, mon petit, il faut rester silencieux maintenant. » Ses yeux parcoururent la chambre luxueuse, si différente des endroits où elle avait dormi ces dernières années. Un lit moelleux, des draps propres, des murs peints dans des tons doux, un monde complètement étranger pour elle, mais familier pour ses bébés. C'était à ce monde qu'ils appartenaient. Une pointe de tristesse lui traversa le cœur. Bientôt, elle devrait leur dire adieu. Retourner dans la rue, à sa vie d'invisibilité et de lutte. Les petits resteraient avec leur vrai père, en sécurité, avec tout ce qu'elle ne pourrait jamais leur offrir. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Rose remit Raphaël dans le panier avec ses frères et s'approcha prudemment. « Qui est-ce ?»« C'est moi, Édouard. J'ai besoin que vous veniez au salon. C'est important. » Rose hésita, regardant le panier avec les bébés. « Je ne peux pas les laisser seuls. Gamnaele. Ils font aussi partie de tout ça. » Le cœur battant, Rose prit le panier et suivit Édouard jusqu'au salon, où Louise Cartier attendait, l'observant avec un intérêt évident. « Voici Madame Rose Dubois. » Et présenta Édouard, la femme qui a sauvé mes fils et s'est occupée d'eux ces 3 derniers mois. Louise se leva et tendit la main à Rose, qui, après un moment d'hésitation, la serra brièvement. « Madame Dubois, c'est un honneur de vous rencontrer. Ce que vous avez fait pour ces enfants est extraordinaire. » Rose resta silencieuse, méfiante face à cette formalité et cet intérêt soudain. Édouard lui indiqua de s'asseoir et elle obéit, gardant le panier avec les bébés près d'elle. « Mademoiselle Cartier n'est pas exactement une journaliste, » expliqua Édouard. « Elle est une détective privée qui suit le cas de mes fils depuis l'accident. »« Et sur ordre de qui ?»« Qui ?» demanda Rose, surprenant autant Édouard que Louise par la pertinence de sa question. Louise sourit un sourire sincère cette fois, sur ordre d'Hélène Mercier. « La mère de ses enfants !» Édouard eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Hélène ? Mais elle est dans le coma. Comment aurait-elle pu engager quelqu'un ? »« Oh, Hélène m'a engagé avant l'accident, monsieur Mercier. Elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Que quelqu'un de proche de la famille représentait une menace pour les bébés. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Les bébés, comme s'ils sentaient la tension dans l'air, restèrent étrangement calmes. « De qui se méfiait-elle » demanda Édouard, la voix à peine un murmure. Louise lança un regard significatif à Rose, comme pour évaluer si elle devait parler en sa présence. « Vous pouvez parler devant elle, » dit Édouard, remarquant le regard. « Rose a sauvé mes fils. Je lui fais confiance. » Louise hocha la tête et sortit d'autres documents de sa mallette. « Votre femme a découvert quelque chose d'inquiétant dans les finances de l'entreprise. Des transferts substantiels vers des comptes aux îles Caïmans, des documents falsifiés, des contrats manipulés. Tout pointait vers une seule personne. » Édouard ferma les yeux, connaissant déjà la réponse avant que Louise ne la prononce. « Mon père. » Oui. Armand Mercier détourne des millions de l'entreprise depuis au moins 5 ans. Hélène, avec sa formation en économie, a remarqué les anomalies lorsque vous l'avez nommé à l'audit interne. Rose observait la scène en silence, mais son esprit travaillait rapidement, reliant les points de l'histoire. « Les bébés, » murmura-t-elle, attirant l'attention des 2 autres. Il voulait se débarrasser des bébés. Louise hocha la tête, impressionnée par la rapidité de raisonnement de cette femme apparemment simple. Exactement. Avec la naissance des triplés, la fortune familiale serait divisée en de nombreuses parts. Plus d'héritiers signifiait moins de contrôle pour Armand. Et avec Hélène découvrant les fraudes, et il devait se débarrasser d'eux tous, compléta Édouard, le visage pâle d'horreur. Mon propre père a tenté de tuer ma famille. À ce moment, le portable d'Édouard sonna de nouveau. C'était l'hôpital. « Monsieur Mercier, c'est le docteur Claudia. Nous avons des nouvelles de votre femme. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. « Qu'y a-t-il » ? « Elle ? Elle s'est réveillée, monsieur Mercier, il y a environ 1 heure. Elle demande après les bébés. » Les larmes vinrent sans prévenir, coulant sur le visage d'Édouard. Hélène était réveillée. Après 3 mois d'incertitude, de veilles au chevet de l'hôpital, de prières désespérées, elle était revenue. « J'arrive tout de suite. » Il raccrocha et se tourna vers Louise et Rose, qui l'observaient avec attente. Hélène s'est réveillée. « Je dois aller à l'hôpital. » Louise se leva immédiatement. « Nous ne pouvons pas nous séparer maintenant. C'est dangereux. Si votre père découvre que vous avez retrouvé les bébés et qu'Hélène est réveillée, il agira rapidement. »
Édouard passa la main dans ses cheveux, partagés entre le désir de courir à l'hôpital et la conscience du danger qui planait encore sur sa famille. « Allons-y tous, décida-t-il. Rose et les bébés viennent avec moi. Louise, vous pouvez nous suivre dans votre voiture. » Rose hésita. « Je n'ai pas ma place dans un hôpital comme celui-là. Les gens comme moi, nous sommes invisibles pour le monde, à moins que nous ne dérangions. » Édouard prit les mains calleuses de Rose entre les siennes, la surprenant par ce geste. « Vous n'êtes pas invisible pour moi, Rose, et vous ne le serez pas pour Hélène. Vous avez sauvé nos enfants. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Endesichimat, ces mots, dits avec une telle sincérité, frappèrent Rose comme une vague. Famille. Un mot qui ne faisait pas partie de son vocabulaire depuis sa lointaine enfance, avant les orphelinats, avant la rue. « Allons-y, » accepta-t-elle finalement. Alors qu'il se préparait à partir, Louise reçut un message sur son portable. Son expression se durcit. « Nous avons un problème. Armand Mercier est en route pour l'hôpital. Il semble qu'il ait aussi été prévenu pour Hélène. » Édouard jura à voix basse. « Nous devons arriver avant lui. » Le groupe descendit rapidement jusqu'au garage, où le chauffeur d'Édouard attendait déjà avec le SUV blindé. Rose n'était jamais montée dans une voiture aussi luxueuse. Elle installa le panier avec les bébés sur le siège central, l'attachant avec la ceinture de sécurité, et s'assit à côté. « Hôpital privé de la Seine », ordonna Édouard au chauffeur. « Le plus vite possible, Georges. » Le chauffeur hocha la tête, et le véhicule glissa hors du garage, suivi de près par la voiture de Louise. Pendant le trajet, Édouard essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Son père, l'homme qu'il avait toujours admiré, qui avait été son modèle toute sa vie, avait tenté de tuer sa famille. C'était presque impossible à assimiler. « Il n'a jamais accepté mon mariage avec Hélène, » dit-il à voix basse, plus pour lui-même que pour Rose. Il disait qu'elle n'était pas de notre rang, qu'elle était avec moi par intérêt. Quand elle est tombée enceinte des triplés, il est devenu furieux. Il a dit que je diluais le patrimoine familial avec trop d'héritiers. Rose écoutait en silence. Les drames des riches lui semblaient habituellement si éloignés de sa réalité de la rue. Mais maintenant, elle comprenait que la douleur et la trahison étaient universelles, quel que soit le compte en banque. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de ça. L'un des bébés, Michel, le plus calme, tendit sa petite main vers Édouard, comme pour le consoler. Édouard prit la main minuscule entre ses doigts, émerveillé par le miracle de ses retrouvailles. « Merci, » dit-il à nouveau à Rose. « Je ne sais pas comment vous remercier assez pour ce que vous avez fait. » Rose détourna le regard, mal à l'aise avec cette gratitude. « J'ai fait ce que toute personne décente aurait fait. »« Oh non, Rose, vous avez fait bien plus. Vous avez renoncé à votre propre confort, au peu que vous aviez, pour prendre soin de 3 vies que vous ne connaissiez même pas. Ce n'est pas courant. C'est extraordinaire. » Avant que Rose ne puisse répondre, le portable d'Édouard sonna de nouveau. C'était Louise dans la voiture derrière eux. Problème. 2 voitures nous suivent depuis que nous avons quitté l'immeuble. Des SUV noirs, vitres teintées. Ils n'ont pas l'air d'être de la police. Édouard regarda dans le rétroviseur, essayant d'identifier les véhicules mentionnés. « Georges, nous sommes suivis. Connaissez-vous un autre chemin ?» Le chauffeur, un ancien policier qui travaillait pour la famille depuis des années, hocha la tête. « Accrochez-vous, patron. » D'une manœuvre brusque, Georges tourna dans une rue latérale, accélérant. Rose s'agrippa au siège, effrayée par le changement soudain de vitesse. « Les bébés, » dit-elle inquiète. « C'est dangereux pour eux. Tomber entre les mains des hommes de mon père est plus dangereux, » répondit Édouard, vérifiant que le panier était bien attaché. « Georges sait ce qu'il fait. » Le chauffeur conduisait avec habileté dans les rues de Paris, prenant des virages inattendus, s'engageant dans des ruelles, essayant de semer les poursuivants. Louise restait derrière eux, maintenant un contact constant par téléphone. Une des voitures a abandonné, l'autre est toujours à nos trousses. Ce sont des professionnels, Édouard. Après quelques manœuvres risquées supplémentaires, ils réussirent enfin à semer le dernier poursuivant. Georges prit un itinéraire plus long mais sûr en direction de l'hôpital. Qui était-il ? Demanda Rose, encore secouée par la poursuite. Probablement des gardes du corps engagés par mon père. Il a des relations avec d'anciens policiers, d'anciens militaires, des gens dangereux. L'hôpital privé de la Seine, l'un des plus luxueux de Paris, se dressait, imposant avec sa façade de verre et d'acier. Georges s'arrêta à l'entrée principale, et Édouard aida Rose à descendre avec le panier. « Reste sur tes gardes, Georges. Si tu remarques quelque chose de suspect,
Préviens-nous immédiatement. Le chauffeur hocha la tête, restant au volant avec le moteur allumé, prêt pour toute urgence. Louise les rejoignit à l'entrée, regardant autour d'elle avec prudence. La voiture de votre père n'est pas encore là. Nous avons quelques minutes d'avance. Ils entrèrent dans l'hôpital, attirant des regards curieux. Un millionnaire connu, une femme visiblement déplacée dans cet environnement et 3 bébés dans un panier en osier n'était pas une vision courante dans les couloirs aseptisés de l'établissement. À la réception, l'employé reconnut immédiatement Édouard. « Monsieur Mercier, le docteur Claudia vous attend en soins intensifs. »« Merci, Pauline. Ces personnes sont avec moi. » La femme lança un regard évaluateur à Rose et Louise, mais ne dit rien. Édouard Mercier était, après tout, le principal donateur de cet hôpital. Dans l'ascenseur, Rose sentit le poids de la situation. Elle était sur le point de rencontrer la vraie mère des bébés qu'elle avait considérée comme siens ces derniers mois. Que lui dirait-elle? Comment expliquerait-elle le lien qu'elle avait créé avec ses enfants? Hélène est une femme incroyable. Tad dit Édouard comme s'il lisait dans ses pensées. Elle sera ravie de vous rencontrer. Le service de soins intensifs était un monde à part au sein de l'hôpital, silencieux, avec des lumières douces et des infirmières se déplaçant discrètement entre les lits. Le docteur Claudia, une femme d'âge mûr à l'expression douce, attendait à l'entrée. « Édouard » l'embrassa-t-elle brièvement. « C'est un miracle. » Hélène s'est réveillée spontanément. Ses fonctions neurologiques semblent préservées, bien qu'elles soient encore faibles. Et elle se souvient de l'accident? Le médecin hésita. Oui et non. Elle a des flashs de mémoire, mais il y a encore des lacunes. Le traumatisme a été important. Ça n'est-elle que les bébés ont disparu? Natou, c'est la première chose qu'elle a demandé en se réveillant. Elle a dit qu'elle devait les retrouver, qu'ils étaient en danger. Nous avons essayé de la calmer, mais elle est très anxieuse. Édouard prit une profonde inspiration. Elle n'a plus à s'inquiéter. Nous avons retrouvé les bébés. Les yeux du médecin s'écarquillèrent en remarquant pour la première fois le panier que portait Rose. Elle s'approcha lentement, presque avec révérence. Mon Dieu, ce sont bien eux. Les triplés? Édouard hocha la tête et le médecin porta la main à sa bouche ému. C'est un miracle, Édouard. Un véritable miracle. Ce miracle a un nom, dit-il en désignant Rose. Rose Dubois. Elle a trouvé les bébés, s'est occupée d'eux tous ces mois. Elle leur a sauvé la vie. Le médecin se tourna vers Rose avec un nouveau respect. « Merci », dit-elle simplement. « Vous avez sauvé non seulement 3 vies, mais aussi celle d'Hélène. Elle dépérissait sans ses enfants. »« Pouvons-nous la voir maintenant ?» demanda Édouard, impatient. « Oui, mais seulement 2 personnes à la fois, et pour 15 minutes seulement. Elle est encore très fragile. » Édouard regarda Rose. « Venez avec moi. Hélène doit vous rencontrer. » Rose hésita. « Ne serait-il pas mieux que vous y alliez seul d'abord? C'est un moment intime. »« Non, Hélène voudra. Remerciez personnellement celle qui a sauvé nos enfants. De plus, » ajouta-t-il avec un léger sourire, « vous êtes l'experte pour s'occuper d'eux. Nous aurons besoin de vos conseils. » Louise s'approcha. « Je monterai la garde ici. Si Armand se présente, j'essaierai de le retarder. » Qu'Édouard hocha la tête, reconnaissant, et suivit le médecin dans les couloirs des soins intensifs, avec Rose et les bébés juste derrière. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Après 3 mois d'incertitude, de désespoir, il pourrait enfin dire à Hélène que ses fils étaient vivants, qu'ils allaient bien. La chambre privée où se trouvait Hélène était spacieuse et éclairée par une lumière douce. Allongée sur le lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de tubes, se trouvait une femme d'une beauté sereine. Ses longs cheveux sombres s'étalèrent sur l'oreiller, et ses yeux, du même bleu intense que ceux des triplés, étaient mi-clos, comme si elle luttait contre le sommeil. Hélène. J'ai appela doucement Édouard en s'approchant du lit. Elle tourna lentement le visage, et ses yeux s'illuminèrent en reconnaissant son mari. Édouard. Sa voix n'était qu'un murmure. Les bébés. Tu dois les retrouver. Il va. Chut. Édouard toucha doucement ses lèvres. Nous les avons retrouvés, mon amour. Ils sont là, ils vont bien. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent, d'abord incrédules, puis pleins d'espoir. Ici? Où? Édouard fit signe à Rose de s'approcher avec le panier. Hésitante, elle fit quelques pas en avant, permettant à Hélène de voir les 3 bébés dormant paisiblement. Un sanglot s'échappa des lèvres d'Hélène. «
Des larmes commencèrent à couler sur son visage, tandis qu'elle tendait ses bras tremblants vers le panier. « Mes fils, mes fils !» Rose posa le panier à côté du lit, permettant à Hélène de toucher les bébés. De ses doigts fragiles, la femme caressa chaque petit visage, chaque petite main, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « C'est un miracle, » murmura-t-elle. « Comment les as-tu trouvés ?» Édouard regarda Rose, qui restait silencieuse, mal à l'aise avec cette attention. « Voici Rose Dubois. Elle a trouvé nos fils, Hélène. Elle s'est occupée d'eux tous ces mois, seule, sans ressources, en utilisant tout ce qu'elle avait. » Hélène tourna son regard vers Rose, l'étudiant avec intensité. « Vous avez sauvé mes bébés. » Rose hocha la tête, ne sachant que dire. À sa grande surprise, Hélène tendit une main dans sa direction. « Venez ici, s'il vous plaît. » Rose s'approcha avec hésitation, et Hélène prit sa main, la serrant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Merci, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Il n'y a pas assez de mots dans le monde pour exprimer ma gratitude. » Rose sentit ses propres larmes menacées de couler. Elle déglutit, essayant de garder son sang-froid. « Ce sont des enfants merveilleux, » dit-elle enfin. Très fort. Ils ont survécu à des choses que des adultes n'auraient pas pu supporter. « C'est ça, tout comme vous, » répondit Hélène avec un sourire compréhensif. « Édouard m'a dit que vous vivez dans la rue ?» Rose hocha la tête, soudain consciente de son apparence, du contraste entre elle et cette femme à la beauté aristocratique. « Oui, depuis de nombreuses années. Et pourtant, vous avez partagé le peu que vous aviez avec 3 bébés inconnus. » Hélène secoua la tête, émerveillée. « Ce n'est pas seulement de la bonté, Rose, c'est de la grandeur d'âme. » Rose rougit, peu habituée aux compliments. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non. » Hélène serra sa main plus fort. « Pas n'importe qui. Vous êtes spéciale, Rose. Et vous ferez partie de notre famille pour toujours. » À ce moment, l'un des bébés, Raphaël, le plus souriant, se réveilla et se mit à faire de joyeux petits bruits. Hélène laissa échapper un nouveau sanglot en entendant la voix de son fils pour la première fois en 3 mois. « Je peux le prendre dans mes bras ?» Rose hocha la tête et, avec délicatesse, prit Raphaël du panier, le plaçant soigneusement dans les bras d'Hélène. L'émotion sur le visage de la femme en sentant le poids de son fils contre sa poitrine était indescriptible. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle en embrassant le front du bébé. « Maman s'est tellement ennuyée de toi. » Édouard observait la scène, les yeux embués de larmes. Sa famille, enfin réunie, le cauchemar qu'il avait vécu ces derniers mois, commençait à se dissiper comme une brume sous le soleil du matin. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, interrompant le moment. C'était Louise, essoufflée et l'air alarmé. « Armand est là, et il a amené des gardes du corps. » Édouard sentit son sang se glacer dans ses veines. « Combien de temps avons-nous ?»« Quelques minutes, peut-être des secondes. » Il se dispute avec la réceptionniste à propos des visites en dehors des heures autorisées. Hélène serra Raphaël contre sa poitrine, le visage envahi par la peur. « Il ne peut pas reprendre mes enfants, Édouard. Il ne peut pas !» Édouard passa la main dans ses cheveux, essayant de réfléchir rapidement. « Louise, y a-t-il une autre sortie à cet étage ? Un escalier de secours ? » ?»« Oui, au bout du couloir. »« Mais les ascenseurs sont plus proches des escaliers que nous. Ils nous intercepteraient. » Rose, qui observait la scène en silence, s'avança. « Je connais un moyen. Je connais un moyen. » La voix de Rose, ferme et décidée, attira tous les regards. La femme qui avait passé sa vie à être ignorée avait désormais toute l'attention d'un millionnaire, d'une détective et d'un médecin de renom. « J'ai vécu dans la rue pendant 20 ans. » Y continua-t-elle, en prenant gentiment Raphaël des bras d'Hélène pour le remettre dans le panier avec ses frères. « J'ai appris que chaque grand bâtiment a des chemins invisibles, des chemins que seuls les gens comme nous voient. » « De quoi parlez-vous » demanda Édouard, confus. « Des zones de service. Des passages pour le personnel. Des monte-charges. » Rose ajusta les bébés dans le panier, vérifiant qu'ils étaient à l'aise. « Les gens comme moi, nous sommes invisibles pour le monde, mais en échange, nous voyons ce que personne d'autre ne voit. » Louise hocha la tête, comprenant immédiatement. Le monte-charge de l'hôpital. Utilisé pour le transport de matériel, la blanchisserie, les repas. « Exactement, » confirma Rose. « Il doit y avoir un accès à proximité. Ces zones ne sont jamais loin des unités de soins intensifs, à cause des urgences. » Le docteur Claudia, qui suivait la conversation en silence, intervint.
Il y a une porte de service au bout du couloir à gauche. Elle mène à la zone d'approvisionnement et au monte-charge. Mais vous aurez besoin d'une carte d'accès. Sans hésiter, le médecin retira son propre badge et le tendit à Édouard. Prenez. Cela vous donnera accès à toutes les zones restreintes. Je vais essayer de retarder votre père autant que possible. Hélène serra fermement la main d'Édouard. Je ne peux pas venir avec vous. Pas dans cet état. Sa voix tremblait, partagée entre la peur et la détermination. Emmenez les bébés. Gardez-les en sécurité. Je m'occuperai d'Armand. Hélène, non. Commença à protester Édouard, mais elle l'interrompit. Écoute-moi, Édouard. Il ne sait pas que je suis réveillé, et encore moins que je sais ce qu'il a fait. Je peux utiliser ça à notre avantage. Gagnez du temps pendant que vous vous enfuyez. La détermination dans les yeux bleus d'Hélène était inébranlable. Édouard reconnut ce regard, le même qu'il avait vu lorsqu'elle avait décidé de l'épouser contre la volonté de sa famille. Le même lorsqu'elle avait insisté pour travailler dans l'entreprise, malgré les préjugés. Le même lorsqu'elle avait affronté une grossesse à haut risque pour mettre ses fils au monde. « Promets-moi de rester en sécurité », demanda-t-il en prenant son visage entre ses mains. « Je te le promets. Maintenant, partez. » Avec un dernier baiser, Édouard s'éloigna. Rose était déjà à la porte avec le panier, et Louise vérifiait le couloir. « Voie libre pour l'instant. » Informa la détective. « Mais nous devons faire vite. » Ils suivirent le couloir en essayant de paraître naturels. L'unité de soins intensifs était relativement vide à cette heure, avec seulement quelques infirmiers qui levèrent à peine les yeux de leurs tâches en les voyant passer. L'invisibilité sociale, que Rose connaissait si bien, jouait maintenant en leur faveur. Ils trouvèrent la porte mentionnée par le médecin et Édouard passa la carte devant le lecteur électronique. La lumière verte clignota et la porte s'ouvrit avec un clic discret. De l'autre côté, un couloir étroit menait à une autre porte, et au-delà se trouvait la zone de service de l'hôpital. Le contraste était saisissant. Des couloirs aseptisés et silencieux de l'USI, ils entrèrent dans un monde d'activité frénétique. Des employés en uniforme poussaient des chariots de matériel, des paniers de linge sale, des plateaux de nourriture. Le son des machines, des voix et des chariots métalliques créaient une cacophonie qui perturba les bébés qui commencèrent à grogner. « Par ici », indiqua Rose, se déplaçant avec naturel dans cet environnement chaotique. « Restez près de moi et agissez comme si vous aviez votre place ici. » Ils suivirent des couloirs de service, descendirent un escalier, jusqu'à arriver à une zone où de grands monte-charges attendaient. Rose appuya sur le bouton et les portes de l'un d'eux s'ouvrirent immédiatement. « Entrez », ordonna-t-elle, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas observé. Le monte-charge était spacieux et sans miroir ni caméra visible. Rose appuya sur le bouton du sous-sol, le parking. « Du personnel doit être par là. C'est notre meilleure chance de sortir sans être vu. » Pendant que l'ascenseur descendait, Édouard observait Rose avec un nouveau respect. La femme que la société traitait comme invisible faisait preuve d'une intelligence et d'une présence d'esprit que beaucoup de ses cadres ne possédaient pas sous pression. « Comment avez-vous appris à vous déplacer ainsi dans les lieux ?» demanda-t-il. Rose esquissa un demi-sourire, le premier qu'il voyait depuis qu'il l'avait rencontré. La survie. « Les nuits d'hiver, il faut trouver un abri. Les hôpitaux sont bien. Il y a le chauffage, des toilettes propres, parfois même des restes de nourriture. J'ai appris à me faufiler dans les coins, à trouver des chemins alternatifs, à être invisible mais à tout voir. » Le monte-charge arriva au sous-sol, et les portes s'ouvrirent sur un parking partiellement occupé, éclairé par des néons. « Et maintenant ?» demanda Louise en vérifiant son portable. « Georges est avec la voiture à l'entrée principale, mais nous ne pouvons pas risquer d'y aller. »« J'ai une voiture ici, » répondit-elle. « Parking B, secteur 4. Nous pouvons l'utiliser pour sortir. » Ils traversèrent le parking, restant près des murs et loin des caméras de sécurité que Rose identifiait habilement. Les bébés, comme s'ils comprenaient la gravité de la situation, restaient silencieux dans le panier. Ils arrivèrent à une berline discrète et Louise déverrouilla les portes avec la télécommande. « Nous n'avons pas de sièges auto pour les bébés, » observa Édouard inquiet. « Je les tiendrai sur mes genoux sur la banquette arrière. » C'est, proposa Rose. « Je l'ai fait dans le taxi, vous vous souvenez ?» Édouard hésita, mais il n'y avait pas d'alternative. Ils montèrent dans le véhicule, avec Édouard sur le siège passager et Rose à l'arrière avec les triplés. Louise prit le volant et démarra le moteur. « Où allons-nous »
demanda-t-elle en manœuvrant pour sortir de la place. Édouard réfléchit rapidement. Son appartement n'était pas sûr. Son père y enverrait certainement des gens. Il en allait de même pour toute propriété à son nom. « Nous avons besoin d'un endroit que personne n'associe à moi, » dit-il en fronçant les sourcils. « Je connais un endroit, » dit Rose, les surprenant à nouveau. « Un foyer pour femmes dans l'Est parisien. Il est géré par les sœurs qui m'aidaient avec les bébés. C'est discret, sûr, et personne ne chercherait là-bas. » Édouard et Louise échangèrent un regard. C'était une option improbable, et peut-être pour cette raison parfaite. « Allons-y, » décida Édouard. Louise sortit prudemment du parking, prenant la sortie du personnel qui donnait sur une rue latérale, loin de l'entrée principale de l'hôpital. Tandis que la voiture s'engageait dans les rues de Paris, Édouard envoya un message à Georges, lui demandant de rentrer chez lui et d'attendre de nouvelles instructions. « Nous avons besoin d'un plan, » dit Louise, attentive à la circulation et aux éventuels poursuivants. « Votre père a des ressources, de l'influence. Il peut mobiliser des gens dans toute la ville pour nous retrouver. Eh bien, merci. D'abord, nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé, » répondit Édouard. « Comment les bébés se sont-ils retrouvés sur la place? Qui les a sauvés de l'accident? Et comment mon père a-t-il orchestré tout cela sans laisser de traces? »« L'infirmière, » murmura Rose, se souvenant de ce que Louise avait mentionné plus tôt. « Vous avez dit qu'une infirmière avait disparu après l'accident. » Louise hocha la tête, observant Rose dans le rétroviseur. « C'est ça. Marine Cartier, 32 ans, infirmière en néonatologie. Elle était de service le jour de l'accident. Elle a disparu pendant 1 semaine, puis est revenue en prétextant des problèmes familiaux. Je l'ai observée, mais elle est extrêmement prudente. Au quartier ?» questionna Édouard. « Comme vous êtes parente ?» Louise sourit dans le rétroviseur, cousine au second degré. « C'est comme ça que j'ai eu vent de l'histoire. Marine m'a contacté, terrifiée, quelques jours après son retour au travail. Elle a dit qu'elle avait des informations sur l'accident, mais qu'elle craignait pour sa vie. C'est elle qui m'a mise en contact avec Hélène, avant l'accident. Nous devons lui parler, » décida Édouard. « Elle doit connaître des détails cruciaux. »« Je m'en suis déjà occupé, » répondit Louise. « Je lui ai envoyé un message pendant que nous étions dans l'ascenseur. Elle nous retrouvera au foyer dans 2 heures. » Alors qu'il traversait la ville, le portable d'Édouard sonna. C'était le numéro de l'hôpital. Il répondit avec appréhension. « Monsieur Mercier ?» C'était la voix du docteur Claudia, basse et urgente. « Votre père est passé. Il est furieux. Quand il a découvert qu'Hélène était réveillée et que les bébés étaient avec vous, il a failli agresser une infirmière. Nous avons appelé la sécurité. » Édouard ferma les yeux, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Hélène va bien. »« Oui. » Elle s'est montrée très confuse, comme si elle ne se souvenait pas de l'accident. Votre père a semblé y croire. Il est parti il y a peu, mais il a laissé 2 hommes dans le couloir. Ah, merci, docteur, pour tout. Prenez soin de ces bébés, Édouard, et dites à Madame Rose qu'elle a mon admiration éternelle. Édouard raccrocha, sentant le poids de la situation. Son propre père, l'homme qui aurait dû protéger sa famille, était devenu son plus grand ennemi. Hélène est en sécurité pour l'instant. Elle informa-t-il les autres. Mais mon père a laissé des gardes à l'hôpital. Louise hocha la tête sérieuse. C'était à prévoir. Il doit mobiliser toutes ses ressources pour vous trouver maintenant. Pourquoi? Ah, demanda Rose, sincèrement perplexe. Pourquoi tant de haine envers ses propres petits-enfants? Quel genre d'homme fait ça? Édouard soupira, regardant par la fenêtre la ville qui défilait en flou. Mon père ne voit pas mes fils comme ses petits-enfants. Il les voit comme des menaces à son contrôle. Il a bâti Mercier Immobilier à partir de rien, avec des méthodes pas toujours éthiques. L'entreprise est sa vie, son identité. Quand j'ai épousé Hélène, une femme indépendante qui remettait en question ses méthodes, il a vu cela comme une trahison. Les triplés représentaient la dilution finale de son héritage. Rose regarda les bébés sur ses genoux, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait voir ces petits êtres comme des menaces. Mais ce ne sont que des bébés. Pour des hommes comme mon père, tout est une question de pouvoir et de contrôle, répondit Édouard, la voix chargée d'amertume. Il avait probablement l'intention d'éliminer Hélène et les bébés, me laissant anéanti et de nouveau dépendant de lui. Je serais redevenu le fils obéissant, le successeur façonné à son image. Oh, et les fraudes qu'Hélène a découvertes? Demanda Louise.
Il essayait probablement de créer un fonds secret indépendant de l'entreprise. Mon père a toujours eu peur de tout perdre. Il a connu la pauvreté dans son enfance et porte cette peur en lui jusqu'à aujourd'hui. La voiture entra dans un quartier plus simple de la ville, avec des immeubles plus bas et des rues moins entretenues. Rose reconnaissait ses environs. C'était un arrondissement périphérique, loin du centre financier, où Édouard travaillait et vivait. Tournez à droite au prochain coin de rue, indiqua-t-elle. Le foyer est au bout de cette rue. Louise suivit l'indication, et bientôt ils se garèrent devant un bâtiment simple mais bien entretenu, avec un petit jardin à l'entrée. Une plaque discrète annonçait « Foyer Sainte-Claire, accueil et espoir. Nous sommes arrivés », dit Rose, ressentant un étrange mélange de soulagement et de nostalgie. C'était l'un des rares endroits où elle avait été traitée avec dignité au fil des ans. Les sœurs qui géraient le foyer ne l'avaient jamais jugée pour sa condition, lui offrant toujours de l'aide sans imposer de conditions. « J'espère qu'il y a de la place. » Dawn commenta-t-elle en ajustant les bébés dans le panier. « C'est généralement complet. » Ils descendirent de la voiture et s'approchèrent de l'entrée. Édouard, dans son costume cher, même froissé et sans cravate, détonnait complètement dans l'environnement. Rose, malgré les vêtements empruntés, semblait plus à l'aise. Une religieuse âgée ouvrit la porte et ses yeux s'illuminèrent en reconnaissant Rose. « Rose, ma chère, cela fait si longtemps. » Puis elle remarqua les bébés dans le panier et écarquilla les yeux. « Ce sont les petits que vous avez trouvés? Ils ont tellement grandi. »« Oui, sœur Agnès, et voici leur père. » Elle présenta-t-elle en désignant Édouard. « Édouard Mercier. Et voici Louise Cartier, une amie. » La religieuse étudia le groupe avec des yeux perspicaces, réalisant qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Rose racontait. « Nous avons besoin d'un abri, ma sœur, juste pour quelques heures. C'est une urgence. » Sans poser plus de questions, la religieuse ouvrit davantage la porte. « Entrez. Nous avons une chambre au fond, utilisée pour les mères avec des bébés. Elle est vide en ce moment. » L'intérieur du foyer était simple, mais propre et accueillant. Des femmes de différents âges passaient dans les couloirs, certaines portant des enfants, d'autres seules, toutes marquées par des histoires de douleur qu'Édouard ne pouvait qu'imaginer. Elles regardaient avec curiosité l'homme élégant qui envahissait leur refuge, mais le respect pour Rose était évident. Ils suivirent sœur Agnès jusqu'à une chambre au fond du bâtiment. Elle était petite, avec un lit double et un berceau improvisé en bois simple. « Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes en sécurité ici, » dit la religieuse. « Personne n'entre sans notre permission, et nous n'autorisons pas les hommes, sauf dans des circonstances spéciales. » Édouard hocha la tête, reconnaissant. « Merci, ma sœur, votre aide signifie beaucoup. Tacite, ne me remerciez pas. Remerciez Rose. Elle a aidé de nombreuses femmes ici au fil des ans, vous savez. Même en n'ayant rien, elle trouvait toujours des moyens d'aider les autres. » Rose baissa les yeux, mal à l'aise avec le compliment. Elle posa le panier sur le lit et commença à sortir les bébés un par un, vérifiant les couches et se préparant à les nourrir. La religieuse observa le naturel avec lequel Rose s'occupait des bébés. « Ils sont habitués à vous, » commenta-t-elle. « Un lien fort. J'ai été avec eux ces derniers mois, » te répondit Rose sans élaborer. « Je comprends, » dit la religieuse, bien que son regard indiquât qu'elle comprenait bien plus que ce qui avait été dit. « Je vais vous apporter du lait chaud et quelque chose à manger. Vous devez être affamé. » Quand la religieuse sortit, Édouard s'assit sur le bord du lit, observant Rose changer la couche de Gabriel avec dextérité. « Vous avez vraiment le tour avec eux. » Rose haussa les épaules, concentrée sur sa tâche. « J'ai appris par nécessité. Au début, c'était difficile. 3 d'un coup, seul. Mais ensuite, c'est devenu un instinct. » Louise, qui vérifiait son portable, interrompit. « Marine est en route. Elle devrait arriver dans 1 heure. En attendant, nous devons planifier nos prochains pas. Votre père mobilisera tout pour vous retrouver. » Édouard hocha la tête, passant la main dans ses cheveux. « Nous avons besoin de preuves concrètes contre lui, quelque chose que nous puissions apporter à la police, qui ne puisse pas être étouffé par l'argent ou l'influence. » Hélène a mentionné des documents, se souvint Louise. Avant l'accident, elle a parlé de preuves des fraudes qu'elle avait rassemblées. Elle a dit qu'elle les avait gardées en lieu sûr. Connaissant Hélène, ce doit être quelque chose que seul moi pourrais trouver. Réfléchit Édouard. Un code ou une référence personnelle entre nous. Pensez, Édouard.
Ou Hélène cacherait-elle quelque chose d'extrêmement important, mais que seul vous pourriez trouver? Édouard ferma les yeux, se concentrant. Hélène était méthodique, prévoyante. Elle n'aurait pas choisi une cachette évidente comme un coffre-fort, que son père pourrait facilement ouvrir. Le cadeau de mariage, murmura-t-il soudainement. Hélène a une boîte à musique que je lui ai offerte pour notre premier anniversaire de mariage. Elle a un compartiment secret au fond. Elle y gardait toujours les choses importantes. Soit où est-elle maintenant? Oh, dans notre chalet à Fontainebleau. Un endroit que j'ai acheté secrètement à son nom. Mon père n'est pas au courant de son existence. Louise hocha la tête, admirative de la prévoyance du couple. Nous devons y aller. Ce n'est pas si simple. C'est à 1 heure de Paris. Et nous ne pouvons pas risquer d'emmener les bébés. Rose, qui suivait la conversation tout en s'occupant des triplés, intervint. Je reste avec eux. Vous allez chercher les documents. Édouard et Louise la regardèrent surpris. Vous êtes sûre, Rose? Ils pourraient aussi vous chercher. Ici, nous sommes en sécurité. C'est le dernier endroit où votre père chercherait. Et je connais chaque recoin de ce quartier, chaque issue de secours. S'il arrive quelque chose, je saurai comment les protéger. La confiance tranquille de Rose était contagieuse. Édouard réalisa que malgré toutes ses richesses et ses ressources, à ce moment précis, l'expérience de Rose dans la rue était plus précieuse. D'accord, nous ferons vite. 1 heure pour y aller, 1 pour trouver les documents, 1 pour revenir. Nous serons de retour avant l'aube. La porte s'ouvrit, et sœur Agnès revint avec un plateau contenant du lait, des pains, du fromage et des fruits. Voilà, mangez tant que vous le pouvez. Pendant qu'ils mangeaient, ils discutèrent des détails du plan. Louise insista pour changer de voiture, craignant que la sienne ne puisse être suivie. Une des bénévoles du foyer leur prêterait son véhicule, un vieux modèle sans traceur ni technologie moderne. 1 heure plus tard, Marine Cartier arriva au foyer. C'était une jeune femme à l'air épuisé, avec des cernes profonds et des mains qui ne cessèrent de trembler. Elle serra brièvement sa cousine dans ses bras avant de faire face à Édouard avec un mélange de peur et de soulagement. « Monsieur Mercier, Dieu merci, vous êtes en vie. Et les bébés ?» Édouard désigna le panier où les triplés dormaient paisiblement après avoir mangé. « Ils vont bien grâce à Rose, et si j'ai bien compris, grâce à vous aussi. » Marine s'assit sur la seule chaise de la pièce, semblant sur le point de s'effondrer. « Je n'aurais jamais pensé qu'il serait capable d'une chose pareille. Je suis infirmière. J'ai juré de sauver des vies. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, je n'ai pas eu le choix. Racontez-nous tout, demanda gentiment Louise. Depuis le début. Marine prit une profonde inspiration, se préparant à revivre ses souvenirs douloureux. J'étais de service en néonatologie quand on a amené Madame Hélène, inconsciente après l'accident. Les bébés ne sont pas venus avec elle, ce qui était étrange. On a dit qu'ils avaient été emmenés directement à la morgue, qu'ils étaient morts sur le coup. Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Mais quelque chose clochait. Le protocole aurait été de les amener d'abord aux soins intensifs, pour une confirmation officielle du décès. J'ai trouvé ça bizarre et je suis allé à la morgue. Il n'y avait aucune trace d'entrée de bébé. C'est là que j'ai entendu 2 hommes discuter dans une salle de repos. J'ai reconnu l'un d'eux comme étant le chauffeur personnel de M. Armand Mercier. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ayrton. Il travaille pour mon père depuis 20 ans. Marine hocha la tête. Ils ont mentionné que les paquets avaient été livrés et que le patron serait satisfait. Quelque chose à propos de jeter dans la Seine après minuit. Je me suis caché et je les ai suivis quand ils sont sortis. Ils sont allés dans une salle restreinte au sous-sol, une de celles utilisées pour le stockage de matériel. Et ils étaient de là. Sa voix se brisa et des larmes commencèrent à couler sur son visage. 3 petits bébés drogués mais vivants. Ils étaient dans une sorte de boîte isotherme, comme celle utilisée pour le transport d'organes. Ils avaient l'intention de les jeter dans la Seine, compléta Édouard, la voix brisée par l'émotion et la rage. Oui, j'ai attendu qu'ils sortent pour chercher la voiture et je suis entré dans la salle. J'ai mis les bébés dans un panier à linge de la buanderie et je suis sorti par l'arrière de l'hôpital. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Je les ai laissés sur la place en espérant qu'une bonne personne les trouverait. Et je suis revenu à l'hôpital avant qu'on ne remarque mon absence. Pourquoi ne les avez-vous pas emmenés à la police? Questionna Louise. Parce que les hommes ont mentionné avoir des contacts dans la police. Ils ont dit que même si quelqu'un parlait, personne ne le croirait.
J'ai eu peur, Louise. Peur pour moi, pour ma petite fille. J'ai disparu pendant une semaine. Je suis allé à la campagne, chez ma mère. Je ne suis revenu que lorsque j'ai pensé être en sécurité. Edward s'approcha et, à la surprise de Marine, s'agenouilla devant elle. Vous avez sauvé mes fils. Vous avez risqué votre vie pour 3 enfants que vous ne connaissiez même pas. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Marine secoua la tête, les larmes coulant toujours. J'ai fait le minimum, monsieur Mercier. Le minimum que tout être humain décent ferait. Rose, qui écoutait tout en silence, sentit une connexion immédiate avec l'infirmière. Toutes deux avaient tout risqué pour sauver ces bébés, mues par le même instinct fondamental de protection de la vie innocente. Et l'accident? Kate demanda Louise. Savez-vous quelque chose sur la façon dont il a été provoqué? Marine hocha la tête. J'ai entendu les hommes mentionner que le frein avait parfaitement fonctionné. Ils ont parlé d'un mécanicien de confiance qui avait fait le travail sans laisser de traces. Édouard sentit son estomac se nouer. Son propre père avait saboté la voiture dans laquelle se trouvaient sa femme et ses fils. Il était presque impossible de traiter l'ampleur de cette trahison. J'ai plus, continua Marine en sortant une clé USB de son sac. Les jours suivants, j'ai commencé à rassembler des informations. J'ai enregistré des conversations, copié des enregistrements de caméras de sécurité, accédé à des emails dans le système de l'hôpital. Tout est là. Louise prit la clé USB comme si c'était un trésor précieux. C'est de l'or, Marine. Cela pourrait faire la différence entre la justice et l'impunité. Il y a encore une chose, dit l'infirmière hésitante. Quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui, avant de quitter l'hôpital. Armand Mercier était au téléphone, furieux. Il a mentionné quelque chose comme « tout nettoyer » et clore l'affaire une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il prévoit d'agir bientôt, peut-être cette nuit. Édouard et Louise échangèrent des regards alarmés. « Nous devons y aller maintenant », décida Édouard en se levant. « Il n'y a pas de temps à perdre. » Il s'approcha de Rose qui avait mis les bébés à dormir dans le berceau improvisé. « Vous êtes sûr que ça ira ?» Rose hocha la tête, sérieuse. « Je les ai protégés pendant 3 mois dans la rue. Quelques heures dans un abri sûr, ce sera du gâteau. » Édouard hésita, puis, dans un élan, la serra brièvement dans ses bras. « Merci, Rose, pour tout. » Le geste prit Rose par surprise. Elle n'était pas habituée aux démonstrations physiques d'affection ou de gratitude. Elle se sentit étrangement réconfortée par ce bref contact humain. « Allez-y, trouvez les preuves. Mettez fin à tout ça. » Édouard et Louise se préparèrent à partir. Marine choisit de rester au foyer, craignant toujours d'être vue. « Nous serons de retour avant l'aube, » promit Édouard, jetant un dernier regard au triplet endormi. « Prenez soin de vous. » Quand la porte se referma derrière eux, Rose s'assit à côté du berceau, observant les 3 bébés qui avaient transformé sa vie. En quelques jours, sa routine de survie dans la rue avait laissé place à une intrigue digne d'un film, impliquant des millionnaires, des conspirations et des dangers mortels. Elle soupira, passant délicatement la main sur la tête d'un des bébés. « Dans quoi on s'est embarqué, hein, mes petits anges ?» Dehors, la nuit tombait sur Paris. Et quelque part dans la ville, Armand Mercier mobilisait ses ressources pour retrouver ses petits-enfants. Non pas pour les serrer dans ses bras, mais pour les réduire au silence de façon permanente. Les phares de la voiture fendaient l'obscurité de la route sinueuse menant à Fontainebleau. Édouard observait le paysage nocturne par la fenêtre du passager, tandis que Louise conduisait avec concentration. Le silence entre eux était dense, chargé d'inquiétude. « Pensez-vous qu'ils sont en sécurité ?» demanda finalement Édouard, brisant le silence. Louise lui lança un bref regard avant de reporter son attention sur la route. Rose est plus compétente que de nombreux professionnels de la sécurité que j'ai connus. Elle a l'instinct, l'intelligence, et le foyer est pratiquement invisible pour des gens comme votre père. Édouard hocha la tête, mais l'inquiétude ne quittait pas son visage. Ces derniers jours, son monde avait été bouleversé. La découverte que son propre père, l'homme qu'il avait toujours admiré, était capable d'attenter à la vie de ses propres petits-enfants, était une blessure qui ne cicatriserait jamais complètement. « Comment n'ai-je pas vu ?» te murmura-t-il plus pour lui-même que pour Louise. Toutes ces années, les signes étaient là. Ne vous blâmez pas. Armand Mercier est un prédateur sophistiqué. Il s'est construit une image publique parfaite, tout en cachant sa vraie nature. Les gens comme lui sont des maîtres de la manipulation. Pendant ce temps, au foyer Sainte-Claire, Rose veillait sur le sommeil des triplés. La petite fenêtre de la chambre
donnait sur une ruelle étroite, à peine éclairée par un lampadaire lointain. La plupart des femmes du foyer s'étaient déjà retirées, et le silence n'était rompu que par la douce respiration des bébés. Marine, assise sur la seule chaise de la chambre, observait Rose avec admiration. « C'est incroyable comme vous vous occupez d'eux » commenta-t-elle. « Comme si vous étiez leur mère biologique. » Rose sourit tristement, ajustant la couverture sur Gabriel qui s'était découvert dans ses mouvements agités. « Je ne suis pas leur mère. Je ne l'ai jamais été. J'ai juste pris soin d'eux du mieux que je pouvais. Et vous leur avez sauvé la vie. » ajouta Marine. « Comme moi, vous avez fait ce qui était juste, sans penser aux conséquences. » Rose regarda l'infirmière, reconnaissant en elle le même type de courage silencieux que la rue lui avait enseigné. « Vous avez risqué plus. Vous aviez un travail, une fille. Moi, je n'avais rien à perdre. » Marine secoua la tête en désaccord. « Vous aviez votre liberté, votre sécurité. Nourrir 3 bouches, quand vous pouviez à peine nourrir la vôtre. C'est de l'héroïsme, Rose. » Le bruit de pas dans le couloir interrompit la conversation. La porte s'ouvrit, révélant sœur Agnès, l'air inquiet. « Rose, il y a un homme à la porte qui demande après vous. Il dit qu'il est des services sociaux, qu'il a reçu un signalement concernant une femme sans abri avec des bébés. » Rose et Marine échangèrent des regards alarmés. « À cette heure-ci » questionna Rose. « Les services sociaux ne font pas de visite à 10 heures du soir, ma sœur. » La religieuse hocha la tête, pensant manifestement la même chose. « Je ne l'ai pas laissé entrer, bien sûr. Je lui ai dit de revenir aux heures de bureau. Mais il a insisté. Il a dit qu'il reviendrait avec la police. »« Oh, comment est-il » demanda Marine en se levant. Grand, bien habillé. Il ressemble à un avocat ou un cadre. Il y a 2 hommes qui attendent dans la voiture. « Oui, oh les hommes d'Armand » a conclu Rose, sentant son cœur s'accélérer. « Il m'a une maison trouvée. » Sœur Agnès, qui n'était pas au courant de tous les détails de la situation, mais avait des décennies d'expérience dans la protection des femmes vulnérables, n'avait pas besoin d'en savoir plus. « Sortez par l'arrière » ordonna-t-elle, la voix ferme malgré son âge avancé. « Il y a un portail qui donne sur la ruelle, puis sur la rue des Tournesols. Thérèse de la cuisine habite à 2 rues d'ici. Maison jaune numéro 37, allez-y. Je vais gagner du temps. » Rose était déjà en mouvement, plaçant les bébés dans le panier. Marine prit le petit sac qu'elles avaient improvisé avec des couches et quelques articles essentiels. « Merci, ma sœur, » dit Rose, serrant brièvement la religieuse dans ses bras. « Allez avec Dieu, ma fille. Protégez ses enfants. » Pendant ce temps, le chalet de Fontainebleau apparut enfin au détour de la route. C'était une construction modeste mais charmante, cachée parmi les pins, loin des zones les plus touristiques. « Nous sommes arrivés », annonça Louise en garant la voiture dans le petit garage à côté de la maison. Édouard descendit rapidement, retirant une clé cachée sous une pierre décorative dans le jardin. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant un intérieur chaleureux. Même dans l'obscurité, l'endroit dégageait la présence d'Hélène, dans les détails de la décoration. L'organisation méticuleuse, le léger parfum qui flottait encore dans l'air. « La chambre est par ici », indiqua Édouard, guidant Louise dans un court couloir. La chambre du couple était simple et élégante, avec un lit en bois sombre et une commode ancienne. Sur celle-ci, en bonne place, se trouvait la boîte à musique mentionnée par Édouard. Faite de bois sculpté avec de petites fleurs gravées sur le couvercle, elle semblait être un objet précieux malgré sa simplicité. « C'est le premier cadeau que j'ai fait à Hélène », expliqua Édouard en prenant la boîte avec précaution. Elle adorait la musique classique. Celle-ci joue la sonate au clair de lune de Beethoven. Il tourna la petite manivelle sur le côté de la boîte et les notes mélancoliques de la célèbre composition remplirent la pièce. Pendant que la musique jouait, Édouard retourna la boîte, révélant une petite ouverture dissimulée dans la base. Hélène a toujours été prévoyante, commenta-t-il en insérant la pointe d'un canif dans l'ouverture. Même avant de se méfier de mon père, le double fond s'ouvrit, révélant un compartiment où reposait une clé USB et un petit carnet en cuir. « Nous l'avons trouvé », murmura-t-il, ressentant un mélange de triomphe et de tristesse. Quel monde était-ce où une épouse devait cacher des preuves contre son propre beau-père dans un compartiment secret? Louise prit la clé USB et le carnet, les examinant rapidement. « Il nous faut un ordinateur pour vérifier la clé USB. J'ai un ordinateur portable dans la voiture. » Alors qu'il retournait à la voiture, le portable d'Édouard sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit avec hésitation. « Édouard »
La voix de Rose était urgente, presque un murmure. Ils nous ont trouvés. Nous sommes cachés chez une amie de sœur Agnès, mais nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Édouard sentit son sang se glacer. Mon père? Ces hommes. Ils ont dit qu'ils étaient des services sociaux. Sœur Agnès n'y a pas cru et nous a aidés à fuir par l'arrière. Les bébés vont bien? Oui, ils sont avec moi et Marine. Mais nous avons besoin d'aide, Édouard. Nous ne pouvons pas continuer à fuir éternellement. Édouard échangea un regard avec Louise, qui était déjà en train d'allumer l'ordinateur portable et d'insérer la clé USB. Nous regardons les preuves maintenant. Si c'est ce que nous espérons, nous pouvons aller à la police immédiatement. Restez cachés. Nous reviendrons le plus vite possible. Il raccrocha et se tourna vers Louise, qui examinait déjà les fichiers de la clé USB. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en parcourant les documents, les feuilles de calcul et les emails. Hélène a fait un travail complet. Des transferts vers des comptes offshore, des contrats frauduleux des registres de pots de vin, même des communications sur l'accident. Votre père ne laissait rien par écrit, mais ses subordonnés n'ont pas été aussi prudents. C'est suffisant pour la police? Et plus que suffisant. Avec ça et les preuves de Marine, Armand Mercier est fini. Édouard hocha la tête, sentant une détermination froide s'installer dans sa poitrine. Retournons à Paris, maintenant. Dans un quartier périphérique de Paris, Rose, Marine et les bébés se cachaient dans la petite maison de Thérèse, une dame de 70 ans qui travaillait dans la cuisine du foyer. L'endroit était exigu mais propre et accueillant, avec des photos de famille sur les murs et une odeur de café fraîchement préparé dans l'air. Restez aussi longtemps que nécessaire, offrit la vieille dame en posant des tasses de café fumant sur la table de la cuisine. Tout ami de sœur Agnès est aussi mon ami. Rose la remercia, buvant le café avec avidité. Le stress et l'adrénaline des dernières heures avaient épuisé ses énergies. Les bébés dormaient dans un lit improvisé dans le salon, apparemment inconscients du danger qui les entourait. « Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda Marine, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants. « Je ne sais pas, » que répondit Rose. « Peut-être ont-ils suivi Louise et Édouard jusqu'au foyer. Ou peut-être... » La phrase fut interrompue par la sonnerie du portable de Marine. C'était un message de Louise. Tout trouvé. Retour à Paris. Nouvelle preuve relie Armand directement au plan de l'accident. Le commissaire Ramirez de la police judiciaire nous retrouvera à l'hôpital dans 2 heures. Rose respira soulagée. Le cauchemar touchait à sa fin. Nous devons aller à l'hôpital, dit-elle à Marine. Édouard et Louise y seront avec la police. Facile, mais comment? Nous n'avons pas de voiture. Et c'est dangereux de sortir avec les bébés à cette heure. Thérèse, qui écoutait la conversation, intervint. Mon fils a un taxi. Il peut vous y emmener sans enregistrer la course, c'est sûr. 40 minutes plus tard, le taxi conduit par le fils de Thérèse se garait à quelques rues de l'hôpital privé de la Seine. Par précaution, elles décidèrent de faire le reste du chemin à pied, en empruntant des rues moins fréquentées. Rose portait le panier avec les bébés, et Marine la suivait, attentive à tout mouvement suspect. En s'approchant de l'entrée latérale de l'hôpital, Rose sentit cette inquiétude familière qui l'avait si souvent sauvée dans la rue, l'instinct de survie. Quelque chose n'allait pas. « Attends » murmura-t-elle en tirant Marine derrière une camionnette garée. « Regarde !» 2 hommes en costume attendaient, près de l'entrée, fumant et vérifiant régulièrement leur montre. Ils ne ressemblaient ni à des médecins, ni à des employés de l'hôpital. Ils ressemblaient à des gardes. « Ce sont les mêmes hommes qui sont venus au foyer, » confirma Rose. « Ils nous attendent. »« Et maintenant ?» ça demanda Marine, la peur évidente dans sa voix. Rose observa l'hôpital, analysant les options. Ses années dans la rue lui avaient appris à voir ce que les autres ne voyaient pas. Les chemins alternatifs, les angles morts, les voies de fuite. Il y a une entrée de service à l'arrière, près de la zone de déchargement des fournitures. Nous pouvons entrer par là. Avec précaution, elles contournèrent le pâté de maison restant dans l'ombre. La fine pluie qui commençait à tomber était leur allié, réduisant la visibilité et gardant les rues plus vides. Elles arrivèrent à l'arrière de l'hôpital, là où les camions de ravitaillement étaient déchargés pendant la journée. À cette heure, il n'y avait qu'un agent de sécurité somnolent dans la guérite. « Fais comme moi », ordonna Rose. « Marche comme si tu avais ta place ici. D'un pas décidé, sans hésiter. » Qu'ajustant le panier pour qu'il paraisse moins suspect, Rose se dirigea résolument vers la porte de service. Marine juste derrière elle. L'agent de sécurité leva les yeux.
Mais en voyant deux femmes, l'une portant ce qui semblait être du matériel infirmier, il se contenta d'un signe de tête et retourna à son journal. Elles entrèrent sans problème, se retrouvant de nouveau dans la zone de service de l'hôpital. Le chemin jusqu'à l'USI où Hélène était hospitalisée était long et potentiellement dangereux, avec plusieurs endroits où elle pourrait être vue. Mais Rose connaissait les routines de l'hôpital, savait quand les couloirs seraient plus vides, quels ascenseurs étaient moins utilisés. « Par ici », indiqua-t-elle, guidant Marine par des couloirs secondaires et des escaliers de service. Après 15 minutes de marche prudente, elles arrivèrent enfin à l'étage de l'USI. À travers une porte vitrée, elles pouvaient voir l'agitation au poste des infirmières. Le docteur Claudia était là, discutant avec une infirmière. « Comment entrer sans attirer l'attention ?» demanda Marine. Avant que Rose ne puisse répondre, la porte de l'ascenseur voisin s'ouvrit, révélant Édouard et Louise, accompagnés d'un homme d'âge mûr au visage sérieux, que Rose identifia immédiatement comme un policier, même sans uniforme. « Édouard », appela-t-elle à voix basse. Édouard se retourna, le soulagement évident sur son visage en les voyant. « Rose, Dieu merci, vous allez bien. » Il s'approcha rapidement, vérifiant les bébés dans le panier. Il dormait tranquillement, inconscient du drame qui se déroulait. Voici le commissaire Ramirez de la police judiciaire. Se présenta-t-il en désignant l'homme à ses côtés. Il a vu les preuves et est prêt à arrêter mon père. Le commissaire salua Rose et Marine d'un signe de tête. Mesdames, ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous avez sauvé 3 vies et nous avez aidé à démanteler une organisation criminelle qui se cachait derrière l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. Organisation criminelle ? Répéta Rose, surprise. Armand Mercier n'agissait pas seul, expliqua Louise. Les preuves d'Hélène ont révélé des liens avec des politiciens corrompus, des juges achetés et même des factions criminelles utilisées pour intimider les concurrents. C'était une opération sophistiquée. « Et les hommes dehors ?» demanda Marine. « Ils surveillent les entrées. Ils sont déjà en cours d'interpellation, » assura le commissaire. « Nous avons des agents sur tout le périmètre de l'hôpital. Personne n'entrera ou ne sortira sans notre autorisation jusqu'à ce qu'Armand Mercier soit en garde à vue. »« Oh, il est déjà là ?» demanda Édouard tendu. « Il est arrivé il y a 10 minutes. Il est allé directement dans la chambre de votre femme. Nos agents sont en position. Ils n'attendent que mon ordre. » Édouard regarda la porte de l'USI, sachant qu'au-delà se trouvaient sa femme et son père, la femme qu'il aimait et l'homme qui avait trahi toute la famille. « Je veux le voir se faire arrêter. » Et dit-il, la voix ferme, « Je veux qu'il me voie avec mes fils, qu'il sache qu'il a échoué. » Le commissaire hésita. « Ce n'est pas le protocole, monsieur Mercier. Cela pourrait être dangereux. C'est mon père. Je dois être là. » Après quelques secondes de réflexion, le commissaire acquiesça. « Seulement vous. Et restez derrière mes hommes. »« Moi, il laisse tout un bébé, » dit soudain Rose. « Hélène doit les voir, savoir qu'ils sont en sécurité. » Édouard regarda Rose avec gratitude. « Tu as raison. Elle doit être la première à savoir qu'ils vont bien. Mais c'est dangereux de les emmener maintenant, avec mon père là-bas. Nous pouvons attendre dans la salle d'à côté, » suggéra le docteur Claudia, qui s'était approché silencieusement du groupe. « Dès que ce sera sûr, nous amènerons les triplés à Hélène. » Le plan étant défini, tout le monde se mit en position. Rose et Marine attendraient avec les bébés dans une salle voisine, tandis qu'Édouard accompagnerait le commissaire et ses agents jusqu'à la chambre d'Hélène. Dans la chambre, Armand Mercier se tenait à côté du lit d'Hélène, qui le fixait, avec un mélange de peur et de défi dans ses yeux bleus. Malgré sa fragilité physique après des mois de coma, son regard était ferme. « Où sont mes petits-enfants, Hélène ?» demandait-il, la voix faussement inquiète. « Édouard les a retrouvés, n'est-ce pas ?»« Où les a-t-il emmenés ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, Armand, » répondit Hélène, gardant son regard fixé sur son beau-père. « Ma fille de Turin, mes fils, sont morts dans l'accident. L'accident que vous avez provoqué. » Le visage d'Armand se durcit, le masque d'inquiétude laissant place à une expression froide. « J'ai toujours su que tu étais plus maligne que tu n'en avais l'air. C'est pour ça que j'ai essayé de prévenir Édouard. Les femmes intelligentes sont dangereuses, surtout quand elles ne connaissent pas leur place. Et quelle serait ma place, Armand? Silencieuse? Soumise? Vous permettant de détourner des millions de l'entreprise qui aurait dû être l'héritage de vos petits-enfants. » L'homme s'approcha du lit, menaçant.
Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce que j'ai construit. Édouard est faible, sentimental. Sous sa direction, l'empire que j'ai créé serait dilué, partagé. Et toi, avec tes idées de transparence et d'éthique des affaires, tu étais en train de tout détruire. Non, Armand, c'est vous qui détruisiez tout. La famille, la confiance, le respect. Pour l'argent et le pouvoir. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et Édouard entra suivi du commissaire et de 2 agents. « C'est fini, père », annonça-t-il, la voix ferme malgré l'émotion évidente. Armand se retourna, surpris. Pendant un instant fugace, quelque chose de semblable à du regret traversa son visage, mais fut bientôt remplacé par un masque de mépris. Alors le fils prodigue est de retour. Avec la police, rien de moins. « Tu vas me livrer ton propre père ?»« Tracito, tu as tenté de tuer ma femme et mes fils. Tu as cessé d'être mon père au moment où tu as planifié ce crime. » Le commissaire s'avança. « Armand Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude financière, association de malfaiteurs, obstruction à la justice. » Pendant que le commissaire énumérait les accusations, Armand fixait Édouard comme s'il ne pouvait pas croire à la trahison de son fils. « Tu ne tiendras pas un mois sans moi dans l'entreprise. Tu vas tout perdre. » Et Édouard secoua la tête, la pitié remplaçant la colère dans son regard. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? J'avais déjà tout ce qui comptait. Hélène, les bébés, une famille. Tu n'as jamais compris que cela vaut plus que n'importe quel empire. » Lorsque les agents s'approchèrent pour le menotter, Armand fit un mouvement brusque vers Édouard, mais fut rapidement maîtrisé. « Ce n'est pas fini. » menaça-t-il en étant emmené. « J'ai des amis puissants. Tu vas le regretter. » Quand la porte se referma derrière eux, Édouard se précipita aux côtés d'Hélène, la serrant dans ses bras avec précaution pour ne pas blesser son corps encore fragile. « C'est fini, mon amour. C'est vraiment fini. » Hélène pleura dans ses bras, libérant des mois de peur et d'angoisse. « Les bébés ?» demanda-t-elle entre 2 sanglots. Édouard sourit, la première fois depuis longtemps qu'il souriait sincèrement. « Ils sont là, en sécurité, grâce à 2 femmes incroyables qui ont tout risqué pour eux. » Il fit un signe vers la porte et Rose entra avec le panier suivi de Marine. Hélène sanglota de joie en voyant les 3 petits visages endormis. « Mes fils, répétait-elle en tendant ses bras tremblants. Rose s'approcha du lit et avec précaution sortit Michel du panier pour le donner à sa mère. Édouard fit de même avec Gabriel et Marine compléta la réunion en apportant Raphaël. « Merci, » dit Hélène, regardant les 2 femmes les yeux embués de larmes. « Vous avez sauvé ma famille, ma vie. » Rose observait la scène avec un mélange de joie et de tristesse. Elle était sincèrement heureuse pour cette famille réunie, pour la justice qui commençait à être rendue, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir le cœur serré. Ces bébés dont elle s'était occupée comme s'ils étaient les siens ces derniers mois étaient maintenant là où ils devaient être, avec leurs vrais parents. « Bien, » dit-elle en reculant d'un pas, « je crois que ma part est terminée. » Édouard, réalisant l'intention de Rose de s'éloigner, regarda Hélène. Une compréhension silencieuse passa entre eux. « Rose » appela Hélène, sa voix douce mais ferme. « Venez ici, s'il vous plaît. » Hésitante, Rose s'approcha du lit. « Sans vous, nous n'aurions pas retrouvé nos enfants. Sans vous, ils n'auraient pas survécu. Vous faites partie de cette famille maintenant, que vous le vouliez ou non. Mais vous ne me devez rien. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Car sinon, » intervint Édouard, « vous avez fait ce que peu de gens feraient. Vous avez renoncé à votre propre sécurité et confort pour 3 enfants que vous ne connaissiez même pas. Ce n'est pas commun, Rose. C'est extraordinaire. » Rose baissa les yeux, mal à l'aise avec les compliments. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Retourner dans la rue? Après tout ça, ça me semble étrange. » Hélène regarda Édouard qui hocha la tête, comprenant ce qu'elle pensait. « Nous avons une proposition à vous faire, » dit-il. « Quelque chose que nous comptions discuter quand tout se serait calmé. »« Une proposition? Nous voulons fonder un foyer, » expliqua Hélène. « Un endroit où les femmes et les enfants vulnérables pourront avoir une seconde chance, avec un logement, une éducation, des opportunités de travail. Et nous voulons que vous le dirigiez. » Rose écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Moi, mais je n'ai pas d'éducation formelle. Je n'ai jamais rien géré de ma vie. Vous avez géré la survie de 3 bébés dans la rue pendant 3 mois, avec des ressources quasi nulles, » souligna Édouard. « C'est plus impressionnant que n'importe quel MBA. »
et vous connaissez la réalité de ces femmes mieux que n'importe quelle assistante sociale, compléta Hélène. Vous savez ce dont elles ont vraiment besoin, ce qui fonctionne vraiment. Rose sentit les larmes qu'elle avait tant essayé de retenir s'échapper enfin. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir renouvelé. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, répondit simplement Hélène. Dites que vous nous aiderez à transformer la tragédie qui a failli détruire notre famille en quelque chose qui aidera de nombreuses autres familles. Rose regarda les bébés, maintenant réveillés et observant le monde avec ses yeux bleus intenses, qui l'avaient captivée dès le premier instant. « Oui, dit-elle finalement, j'accepte. » 6 mois plus tard, par un matin de printemps ensoleillé, un nouveau bâtiment se dressait là où se trouvait auparavant un terrain vague en périphérie de Paris. Une plaque discrète à l'entrée annonçait « Le panier d'amour, refuge et nouveau départ ». Dans le jardin fraîchement planté, Rose, désormais vêtue de vêtements simples mais dignes, le visage moins marqué par le soleil et la souffrance, observait les triplés maintenant âgés d'1 an faire leurs premiers pas chancelant sur l'herbe. « Attention, Michel !» cria-t-elle, courant pour empêcher le bébé de s'approcher trop près d'une petite fontaine décorative. Hélène, assise sur un banc voisin, sourit en observant la scène. Elle utilisait encore une canne pour se déplacer, séquelle de l'accident qui avait failli lui coûter la vie, mais elle allait mieux de jour en jour. « Il vous adore », commenta-t-elle, tandis que Rose revenait avec Michel dans les bras, qui riait et tendait les bras vers sa mère. « Même après tous ces mois, c'est comme si vous étiez encore leur mère. » Rose sourit, remettant Michel à Hélène. « Je ne suis pas leur mère. Je suis Tati Rose. C'est déjà un sacré rôle dans leur vie. » Édouard s'approcha, portant Gabriel et Raphaël, un dans chaque bras. « Comment vont mes personnes préférées au monde ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de sa femme. Le procès d'Armand Mercier était toujours en cours, un processus long et complexe en raison du pouvoir et de l'influence de l'accusé. Mais les preuves étaient accablantes, et la presse suivait chaque développement avec un intérêt vorace. Mercier Immobilier, désormais sous la direction conjointe d'Édouard et Hélène, subissait une restructuration profonde. Les contrats frauduleux avaient été annulés, les employés corrompus licenciés, des pratiques éthiques mises en place. Le chemin pour restaurer la réputation de l'entreprise serait long, mais ils étaient déterminés à en faire un exemple d'entreprise éthique. J'ai parlé à Louise ce matin. C'est commenta Édouard. Son article sur l'affaire a été nominé pour le prix de journalisme d'investigation de cette année. Louise, se révélant être une journaliste talentueuse en plus d'être une enquêtrice, avait documenté toute l'histoire dans une série de reportages qui avait secoué le monde des affaires français. Elle le mérite. Répondit Hélène. Et sans elle, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Jos et Marine, demanda Rose. Des nouvelles? Elle adore son nouveau travail à la clinique pédiatrique, informa Édouard. Elle dit qu'elle peut enfin exercer son métier d'infirmière, comme elle en a toujours rêvé, sans peur ni pression. Avec une partie de la fortune personnelle d'Édouard et Hélène, ils avaient créé non seulement le foyer, mais aussi une clinique pédiatrique gratuite, dans le même complexe, où Marine travaillait désormais. Le foyer, dirigé par Rose avec les conseils de sœur Agnès, accueillait déjà 15 femmes et leurs enfants. Plus qu'un simple toit, il offrait une formation professionnelle, un soutien psychologique, une crèche pour les enfants. Un véritable nouveau départ. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait ainsi, confessa Rose, observant une des résidentes du foyer traverser le jardin avec son petit garçon dans les bras, en route pour ses cours d'informatique. De la rue à ça? Vous méritez chaque réussite, assura Hélène. Et vous avez fait plus pour cette famille que nous ne pourrons jamais l'exprimer. Dans le ciel, un oiseau solitaire traversait le bleu intense, le même bleu que les yeux des triplés. Rose le suivit du regard, se souvenant de ce matin brumeux, il y a près d'1 an, où elle avait trouvé un panier en osier sous un banc de square. Ce jour-là, elle ne savait pas que ces 3 petites vies transformeraient complètement son destin. Elle ne savait pas que la tragédie presque consommée d'une famille aisée s'entremêlerait avec sa propre lutte pour la survie, créant quelque chose de nouveau et de beau à partir de la douleur. Elle ne savait pas qu'en sauvant ses bébés, elle se sauvait en fait elle-même. « À quoi penses-tu » demanda Édouard, remarquant son regard lointain. Rose sourit, revenant au présent, à la façon dont la vie prend des tournants,
À comment parfois il faut se perdre pour trouver son vrai chemin. Hélène tendit sa main libre, serrant fermement celle de Rose. Et à comment parfois on trouve une famille dans les endroits les plus inattendus. Famille, répéta Rose, savourant ce mot qui, pendant si longtemps, n'avait pas fait partie de son vocabulaire. Oui, c'est ce que nous sommes maintenant. Une famille. Dans le jardin du foyer, les triplés jouaient sous le soleil du matin, leur rire résonnant comme une musique. Michel, le plus calme et observateur que Rose avait appelé Ciel. Gabriel, l'agité et curieux, sa petite mère. Raphaël, le souriant et affectueux, son éternelle lumière. Et à cet instant, Rose comprit le véritable miracle de cette histoire. Le miracle n'était pas d'avoir trouvé les bébés ce matin de brume. Le miracle était d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde.